Et pour aller plus loin, nous sommes en visioconférence avec Jean-Arnaud Derens, l'un des rédacteurs en chef des Courriers des Balkans. Bonjour et bienvenue. D'abord, comment analyser l'émergence de ce nouveau Premier ministre en Serbie qui, on l'a dit, est un parfait inconnu aux yeux du grand public? Oui, c'était un non-événement total. Enfin, je pense que personne ne retiendra le nom de M. Đuro Matsu parce que son gouvernement n'aura certainement qu'une durée de vie très éphémère. La seule chose un petit peu notable, c'est quand même la présence de quelques ministres au pédigré très sympathique. Par exemple, le ministre de l'Information est connu pour avoir brûlé un drapeau européen. C'est, comment dirais-je, d'assez mauvais goût de la part d'un pays officiellement candidat comme la Serbie. Donc non, ce gouvernement ne représente rien, ne représente en tout cas ni un changement, ni l'espoir, ni l'amorce d'un changement. Je rappelle pour le coup que oui, certes, le régime a toujours une base sociale, mais d'après toutes les enquêtes d'opinion, 60 à 70% des citoyens de Serbie soutiennent les revendications portées par les étudiants qui occupent leur faculté depuis près de 5 mois. Et c'est bien pour cette raison-là que le président Vučić ne veut pas faire de nouvelles élections, puisqu'il sait très bien que s'il y en avait, il les perdrait. Donc on est donc clairement dans une situation où la Serbie s'écarte toujours plus, je dirais, des règles fondamentale de l'état de droit, s'écarte toujours plus de ce que l'on doit attendre d'un pays candidat à l'intégration européenne. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est ce silence persistant de la Commission européenne, de la plupart des États membres. Je rappelle qu'avant-hier, 80 étudiants serbes étaient arrivés en vélo depuis Novi Sad jusqu'à Strasbourg. Ils ont été reçus par les députés européens à Strasbourg pour porter leurs revendications auprès de ces institutions européennes. Mais il n'y a toujours pas de réaction officielle, je dirais, de la Commission, ce qui devient, comment dire, très inquiétant. Très inquiétant surtout parce que ce qui me fait le plus peur, c'est que l'image de la Commission européenne et de l'Union européenne est en train de se détériorer dramatiquement, non seulement en Serbie, mais aussi dans les autres pays des Balkans et même dans tous les pays candidats. Jean-Arnaud Derens, on passe au dossier Ukraine-Russie autour de votre dernier livre Géopolitique de l'orthodoxie. L'orthodoxie qui traverse ces deux pays. Alors, ce monde orthodoxe, il est uniforme ou multiforme ? Alors, ce monde orthodoxe, il est multiforme. Ce livre qui sort aujourd'hui est une géopolitique globale de l'orthodoxie. Donc, bien évidemment, la question de l'invasion russe en Ukraine et des divisions qui traversent le monde orthodoxe à propos de la question ukrainienne est bien sûr très présent dans le livre. Mais il faut rappeler que l'orthodoxie, ce n'est pas seulement cela. L'orthodoxie, c'est déjà 3 univers, je dirais, culturels. L'univers grec, d'abord, pour commencer. La première langue de l'orthodoxie, c'est assurément le grec. Il y a ensuite un grand pied, je dirais un grand pilier slave avec la Russie, l'Ukraine, mais aussi la Biélorussie et puis certains pays des Balkans qui sont également orthodoxes, comme justement la Serbie. Et il y a un troisième pilier de l'orthodoxie qu'il ne faut pas oublier, qui est un pilier arabe ou syriaque. L'orthodoxie est aussi une réalité dans ce monde foisonnant de ce que l'on appelle les chrétientés d'Orient. Donc l'orthodoxie est complexe, elle est multiple. Son histoire actuelle, sa physionomie actuelle est le résultat d'une histoire sur plusieurs continents, une histoire qui a souvent été très compliquée. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que les approches souvent un petit peu trop caricaturales ne permettent pas de bien comprendre cette diversité de l'orthodoxie. À la complexité de l'orthodoxie, vous l'avez dit. Est-ce que la religion peut être un point de convergence entre les fidèles des deux pays confondus, l'Ukraine et la Russie, ou est-ce qu'on parle de schisme entre Kiev et Moscou ? Alors aujourd'hui, il y a effectivement une situation qui s'apparente de plus en plus à un schisme, puisque je rappelle, pour poser les choses, que le patriarcat œcuménique de Constantinople, qui est la plus haute autorité morale de l'orthodoxie, Constantinople, c'est-à-dire Istanbul, il faut le rappeler, le patriarche réside dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, mais que l'orthodoxie continue toujours d'appeler de son ancien nom grec de Constantinople. Donc ce patriarche œcuménique a reconnu l'existence d'une église orthodoxe d'Ukraine, alors qu'il y a aussi une église orthodoxe ukrainienne autonome, très largement autonome, mais spirituellement rattachée au patriarcat russe de Moscou. Et ça, cette reconnaissance de Constantinople n'a pas été reconnue par la quasi-totalité des autres églises orthodoxes dans le monde, ce qui, bien évidemment, est facteur de tension. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que cette commune confession orthodoxe peut être un facteur de paix ?
J'ai envie de vous répondre, oui, bien sûr, cela pourrait l'être. Le fait est malheureusement que partout dans le monde, et pas seulement dans le monde orthodoxe, on fait rarement aussi dramatiquement, aussi sanguinairement la guerre qu'au nom de Dieu. Ça, c'est un grand problème qui traverse toutes les confessions, les différentes confessions chrétiennes, les autres religions également. J'insiste sur cette Oui. dimension historique de l'orthodoxie qui a toujours présenté plusieurs visages, qui a été par son histoire, souvent un facteur de dialogue, notamment avec l'islam, puisqu'elle a longtemps vécu en contact avec le monde musulman, mais qui aujourd'hui est une orthodoxie incontestablement très divisée. Et pour aller plus loin, votre dernier livre, Géopolitique de l'orthodoxie. Merci Jean-Arnaud Derens, rédacteur, co-rédacteur en chef au Courrier des Balkans. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.